Bienvenue à cette émission consacrée aux constructions anarchiques. Notre invité est en studio. Nous allons donc ensemble recevoir le ministre Bruno Koné, avec qui nous allons échanger sur ce sujet d'actualité. Bienvenue, monsieur le ministre, et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir que vous pouvez prendre place. Merci. Dans le secteur de la construction, l'actualité reste marquée par les effondrements d'immeubles avec des pertes en vies humaines. Eh bien, cette nuit, aux environs d'1h du matin, plusieurs personnes ont perdu la vie dans l'effondrement d'un immeuble à Angré, dans la commune de Cocody. Des images pour en témoigner. Innocent est un rescapé qui habite depuis 2 années maintenant au 4e étage de cet immeuble effondré. Il affirme ne pas sentir le moindre danger venir. Aux environs de 0h33, nous étions en chambre et puis on a constaté l'écoulement. Il y avait du bruit et puis bon. Donc je sors et bon, il fait noir. Donc mon premier réflexe c'est mon téléphone. J'arrive et je vois que l'immeuble est en train de s'effondrer. Moi j'étais au 4e. Si je sentais un danger venir, j'allais quitter l'immeuble. Résidant au 3e étage, la fille aînée du président de la Fondaci, Fondation des artistes de Côte d'Ivoire, Edmond William, est jusque-là prise au piège. Ma fille, qui était en pleine étude, me dit qu'elle est assise au salon. Donc du coup, quand l'immeuble s'est effondré, le mur d'accès fait qu'elle ne peut pas sortir. Donc jusqu'à preuve du contraire, pendant près de 10 heures de temps, on est dessus. Le commandant du groupement des sapeurs-pompiers militaires fait un point de la situation. Nous étions aux alentours de 10 heures du matin. Informé de la situation, le ministre Bruno Koné déplore la situation et rappelle les règles en matière de construction. Ce que nous ressentons le plus, au-delà de la tristesse, c'est la colère. C'est la colère parce que, encore une fois, nous voulons que ce genre de situation n'arrive plus. Nous voulons arriver à 0 effondrement. Le recours obligatoire pour toutes les constructions au-delà de R+2 à un bureau de contrôle et de normalisation des risques ou à un ingénieur conseil. Et puis, bien entendu, nous assurons, dans la mesure de nos possibilités, le contrôle de tout cela. Nous avons, en 2021, effectué plus de 10 000 contrôles, là où la moyenne auparavant était inférieure à 2 000. Le dimanche 27 février dernier, c'était un immeuble de R+7 en construction à Trècheville qui faisait des victimes. 8 jours après, un autre drame à Angré 8e tranche, non loin de l'immeuble CGK. On note également 11 cas d'effondrement d'immeubles en 2011, dont ceux d'Anono dans la commune de Cocody et Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Monsieur le ministre, c'est vrai, vous êtes en colère, mais que se passe-t-il face à cette série d'effondrements d'immeubles, monsieur le ministre? Que se passe-t-il? Merci, David. Permettez qu'à l'entame de cette émission, j'adresse à tous les Ivoiriens, au nom du chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, au nom du Premier ministre Patrick Kachi, au nom de l'ensemble des membres du gouvernement, nos condoléances les plus attristées à tous les Ivoiriens, mais en particulier à toutes les personnes qui ont perdu un proche, un membre de leur famille dans ces accidents qui sont malheureusement arrivés ces derniers temps. Nous avons une pensée pour les blessés, à qui nous souhaitons un prompt et complet rétablissement. Et si vous le permettez, j'en profite pour remercier tous ceux qui sont intervenus depuis la survenue, en particulier de l'effondrement d'hier, pour soutenir les victimes, pour apporter de l'aide, pour les soigner, etc. Je voudrais très sincèrement les remercier et dire que nous sommes effectivement tristes. Votre question, c'est que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est que nous avons de plus en plus de constructions en hauteur dans la ville d'Abidjan. Ce qui se passe, c'est que nous incitons tous ceux qui construisent à s'adresser à des professionnels de la construction, en particulier à un architecte pour élaborer les plans, préparer le chantier, et ensuite à un ingénieur pour accompagner la construction ou à un bureau de contrôle et de normalisation des risques pour assurer
la stabilité de la construction, le contrôle des risques, etc. Quand cela n'est pas fait, malheureusement, nous sommes en droit d'abord de mettre le doigt sur celui dont c'est la responsabilité première d'assurer la sécurité sur ce chantier, c'est-à-dire c'est celui qui construit. Notre code est là, c'est la loi du 26 juin 2019. C'est cette loi qui décrit clairement, précisément, les responsabilités de tous les acteurs qui sont sur un théâtre de construction. Donc chacun sait ce qu'il doit faire et chacun sait ce qu'il ne doit pas faire. Et je le répète à nouveau, la première responsabilité incombe à celui qui investit, à celui qui construit, à celui qui a pris la décision de construire. C'est à lui de s'assurer que son chantier est sécurisé. C'est à lui de s'assurer que toutes les dispositions sont prises pour que toutes les personnes qui travaillent sur son chantier sont en sécurité, premièrement, et ensuite c'est à lui de s'assurer que les personnes qui viendront plus tard à habiter dans ce bâtiment ou même seulement à le visiter sont en sécurité. Voilà ce que disent nos lois. Nous, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, nous assurons un contrôle qui est étiqueté d'administratif, mais nous en parlerons. Oui, monsieur le ministre, nous allons parler de ça. Mais pour l'instant, nous allons écouter ces Ivoiriens-là qui, on peut le dire, expriment un peu leur ras-le-bol vis-à-vis de ce qu'ils regardent. On va les écouter. Je veux bien. Les effondrements d'immeubles, ça, je peux accuser directement l'État. Parce qu'il y a le ministère de la Construction qui est là. Quand on est en train d'élaborer une œuvre comme la construction d'un immeuble, il faut vraiment suivre, il faut contrôler. Alors les matériaux qui servent à construire, et puis l'étude du sol, si on n'a pas fait tout ça là, je crois que c'est peine perdue. Bon, il y a des immeubles, peut-être on peut faire un truc à un niveau un peu bas comme un duplex, là on n'a pas besoin de tout ça. Mais un immeuble de R plus 2, plus 3, tout ça qui monte, il faut vraiment contrôler. Mais je pense que c'est ce contrôle-là qui manque à la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont été formés pour ces œuvres-là? Et s'il y a des gens qui ont été formés pour ces œuvres, est-ce qu'ils font vraiment leur travail? Si l'État ne joue pas son rôle, l'État n'est pas trop regardant. Puis les gens construisent de manière anarchique. Ils ne prennent pas les spécialistes pour pouvoir faire l'étude du sol, pour savoir si le sol est adapté pour cette construction. Mais ils viennent construire n'importe comment, ce qui crée ces désagréments. On ne prend rien au sérieux. On fait tout dans la magouille. Mais la magouille, c'est le résultat, c'est ça. Hein? Tout ce qu'on fait, c'est dans la magouille. Il suffit de donner l'argent, les gens changent. Nous-mêmes, on change. Souvent, on occupe l'autorité, mais nous-mêmes, les citoyens, on est dedans. Les gens construisent des maisons sans sous-bâtiment. Construisent les maisons de façon anarchique. Et puis 2 mois, 3 mois, la maison s'écoule. On ne comprend pas. Si c'est un problème d'architecte ou bien c'est un problème de propriétaire, qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Mais quand un propriétaire confie sa maison à l'architecte, il faut que les deux voient un peu le terrain. Comment si le terrain est bon, si le terrain est fiable, s'il est fertile pour pouvoir construire. Mais non, pas possible. Le propriétaire donne l'argent à l'architecte puis construise. Et puis 2 mois, 3 mois, on voit que les maisons s'écoulent. Dans ce quartier de Cocody, précisément à la Palmeraie, il y a beaucoup de personnes qui construisent et puis après ces maisons-là s'effondrent. Je ne sais même pas ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs familles qui meurent dans ces accidents-là. Donc je demande au ministre de vraiment veiller à la construction des habitations. Alors, veiller à la construction de ces habitations, peut-être les téléspectateurs font allusion peut-être au contrôle. Est-ce que vous avez ce système en place pour contrôler dès qu'il y a les débuts de travaux? Bien sûr que nous contrôlons. Je voudrais d'abord relativiser un peu, même si je peux comprendre l'émotion des uns et des autres. Les derniers effondrements en Côte d'Ivoire, on les a eus en mars 2021. Il y a eu 2 effondrements en mars 2021. Je dois dire qu'en 2020, nous avons connu 9 effondrements et avant 2020, nous avons connu plus d'une dizaine d'effondrements. Donc nous sommes dans un mouvement en réalité qui est un mouvement dans le bon sens. C'est un mouvement qui montre bien que le nombre d'effondrements est en baisse. C'est ce que d'abord il faut mettre devant tout le monde.
En 2021, nous n'avons connu que 2 effondrements, l'effondrement d'Anono et les balcons qui se sont détachés à Bonoumé. Donc depuis mars 2021, nous n'avons pas connu d'autres effondrements jusqu'à malheureusement Trècheville la semaine dernière et Angré, cette nuit. Oui, donc ce n'est pas normal qu'il y ait un effondrement. Ça, je suis totalement d'accord avec tous ceux qui le disent ou qui le pensent. Ce n'est pas normal. Mais quand il y a un effondrement, c'est la faute à qui? Encore une fois, je le répète, c'est la faute à celui qui construit. Le ministère a une mission de contrôle principalement de contrôle administratif. Ouais. Qu'est-ce que nous faisons et que dit la loi? La loi nous dit, 1, assurez-vous que la personne qui construit a un permis de construire. Si elle n'en a pas, il faut l'obliger à aller chercher le permis de construire. Ouais. 2, la personne doit se faire assister par un architecte, quelle que soit la construction, dès lors qu'elle est réalisée en milieu urbain. Et la loi est claire là-dessus, hein? La loi est très claire là-dessus. J'invite tous ceux qui pourraient en douter à la lire. Okay. Donc la loi est très claire sur tous ces aspects. Et troisièmement, c'était d'ailleurs une obligation pour toutes les constructions que nous avons portées au niveau R+2 pour éviter que cela soit une gêne pour ceux qui construisent. C'est le recours à un bureau de contrôle ou à un ingénieur conseiller. Nous avons décidé que, dans un premier temps, l'assistance de cela se ferait à partir de R+2. Pourquoi R+2? Tout simplement parce que R+2, c'est le point de rupture que nous avons noté pour ce qui est de notre pays. Vous n'avez pas d'effondrement, en tout cas dans la trentaine que nous avons connue depuis qu'il y a les premières statistiques sur ces effondrements. Il n'y en a pas en dessous de ce niveau-là. Bon, donc, les précautions sont prises au niveau de l'État pour assurer un contrôle efficient. En 2021, nous avons effectué précisément 9 867 contrôles. 9 867 contrôles. Pour dire que nous nous préoccupons de la situation, je dois dire que les années qui précédaient 2021, nous étions en moyenne à 2000 contrôles, voire même en dessous de 2000 contrôles. Mais de quel contrôle parlez-vous? Oui, c'est le contrôle de nos agents qui vont sur un chantier pour s'assurer de la régularité de ce chantier-là. Bon, et ce contrôle, j'allais dire, montre notre volonté de pousser les acteurs, de pousser ceux qui construisent à faire recours donc au permis de construire et surtout à se faire assister par des professionnels. Voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose sont les sanctions. Il y a des sanctions qui sont administratives ou pécuniaires dont je ne vais pas parler compte tenu du fait qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais la sanction la plus forte aujourd'hui, c'est la démolition. En 2020, nous avons fait une démolition. En 2020, une démolition. Auparavant, 0 démolition. En 2021, nous avons fait 51 démolitions. En 2021. Sur toute l'année 2021, 51 démolitions. Et en 2022, nous sommes déjà à 5 démolitions. La dernière a eu lieu hier. Oui, donc tout cela montre notre volonté de mettre fin à cette anarchie. Notre volonté de mettre de l'ordre dans ce secteur. Mais nous avons besoin, pour cela, que tous ceux qui construisent, les premiers responsables, entendent notre message. Entendent notre message. Je suis obligé, aujourd'hui, bien que les circonstances ne s'y prêtent pas, je suis obligé de parler de cette façon pour que les Ivoiriens nous comprennent et que ceux qui construisent prennent conscience que le premier responsable, c'est eux. Quand il y a un accident, le premier condamné, c'est eux. D'accord. Ils perdront oui. Leur investissement, mais il y a toutes les peines pénales, etc. D'accord. Il y a derrière, mais bon, on en parlera si... Voilà, tout à fait. Donc vous avez parlé de contrôler. On va revenir sur l'effondrement des immeubles à Anono et à Trècheville, et on va rebondir sur une des réactions d'un témoin. Des immeubles font des morts à Abidjan, dans la commune de Trècheville. Un immeuble R+7 en construction s'est effondré sur des habitations dans la nuit de samedi 26 à dimanche 27 février. Des victimes sous le décombre, secourues par les sapeurs-pompiers militaires. Tristesse, désolation, lamentation. Les populations sont sous le choc. On a appelé mon mari qu'il faut venir à Trècheville. Il y a quoi? Il dit, papa, faut venir. Tous ces gâteaux.
La bâtisse s'est effondrée sur les habitations voisines, faisant 7 morts, 15 blessés légers et une dizaine de familles sans abri. La cause de l'effondrement est attribuée au promoteur des travaux, accusé d'avoir continué de construire illégalement le bâtiment en hauteur au mépris des injonctions d'arrêt des travaux. Depuis que cet immeuble est arrivé au 4e niveau, on avait vu AD a détruit et les travaux s'étaient arrêtés 2 jours et ça a repris de plus belle. Aujourd'hui, je crois que le constat est là. L'écroulement de cet immeuble à Treichville, avenue 3 rue 16, est le dernier en date d'une longue série à Abidjan. Aujourd'hui, les Ivoiriens s'interrogent. Quelle réforme pour assainir l'urbanisme et l'habitat? Il est 16h à la Riviera Anono, quand la 11e victime est sortie des décombres de cet immeuble R+4 qui s'est effondré. Il s'agit d'un ouvrier. Entre pleurs et angoisse, les populations sont sous le choc. Parmi les 5 victimes encore sous les décombres se trouvent les 3 enfants du vieux Tapili. C'est aux environs de 13h que s'est produit le sinistre. Arrivé sur les lieux pour s'enquérir de la situation, le chef du village d'Anono exprime son mécontentement. Selon lui, l'immeuble ne respectait pas les normes de construction et son propriétaire avait été interpellé pour la cessation des travaux. Vu la situation du bâtiment, on a demandé qu'ils viennent s'expliquer. Parce que quand on voit le matériau, nous on n'était pas trop sereins. C'est comme ça que la notabilité l'a convoqué. Ouais, mais bon, il a refusé de venir. Donc aujourd'hui, nous tous, le dégât s'est créé, donc c'est obligé d'assumer. Mais lui, il va répondre. Bon, comme il ne voulait pas répondre, nous, il va aller répondre devant les autorités compétentes. Voilà, monsieur le ministre, voilà. On va rebondir sur une des réactions d'un témoin qui a parlé de l'inscription à démolir. Mais malgré cela, les travaux ont repris de plus belle. Alors, AD à démolir, c'est une inscription du ministère de la Construction ou pas? Pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Cela fait plusieurs années, en tout cas depuis que je suis dans ces fonctions, donc depuis au moins 3 ans, que nous n'inscrivons plus AD. Aujourd'hui, ce qui est inscrit sur les bâtiments en construction, PC, donc permis de construire, point d'interrogation, MCLU, ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, et la date. Voilà l'inscription que nous portons sur les bâtiments. Bien évidemment, d'autres acteurs font le contrôle des constructions. Le ministère en charge des routes fait le contrôle des constructions, le district fait le contrôle des constructions, les mairies font le contrôle des constructions, le ministère en charge de l'assainissement fait le contrôle des constructions, donc chacun a son marquage. Mais pour ce qui concerne le ministère dont j'ai la responsabilité, c'est ce que je viens de dire. Maintenant, les gens s'étonnent que quand il y a un tel marquage, que par la suite, dans certains cas, les travaux se poursuivent. L'explication est toute simple. Quand nous arrivons sur un chantier, encore une fois, nous effectuons un contrôle, entre guillemets, administratif. L'objectif, c'est de nous assurer de la régularité du chantier. Donc, cela commence par vérifier le permis de construire. Donc, quand le maître d'ouvrage n'est pas sur place, le propriétaire ou le financier du chantier n'est pas sur place, bien souvent, nous marquons. Surtout quand les agents sont passés 1, 2, 3 fois, ils marquent. Et ils intiment l'arrêt des travaux à ceux qu'ils trouvent sur place. Dans certains cas, et dans beaucoup de cas d'ailleurs, la personne qui construit vient avec un permis qui est délivré en bonne et due forme. Donc, quand nous avons un permis en bonne et due forme, évidemment, la personne reprend les travaux. Ça, c'est le premier cas de figure. Ouais. Le deuxième cas de figure, la personne n'avait pas de permis de construire, mais après la notification, fait la démarche. Donc, va au guichet, évidemment, prend les services d'un architecte, monte son dossier, obtient son permis, et puis ensuite, elle est totalement autorisée à redémarrer ses travaux. Donc là, il n'y a pas de problème. Le troisième cas de figure, c'est malheureusement celui qui aujourd'hui pose le plus de problèmes, c'est qu'une fois que le ministère ou les agents du ministère ont le dos tourné, la personne reprend les travaux. Et les deux cas que vous venez de montrer, c'est-à-dire celui d'Anono et celui de Treichville, sont similaires. Ces deux personnes à qui une notification d'arrêt des travaux a été faite, une mise en demeure a été servie,
Mais malheureusement, nos équipes ne peuvent pas être sur chacun des chantiers tous les jours. Voilà la difficulté que nous avons dans cette activité. Et malheureusement, dans le cas d'Anono, les travaux avaient repris quand il y a eu cet effondrement malheureux. Dans le cas de Trècheville, on n'a pas encore une explication très claire, mais il semble que les travaux avaient repris au moment où l'effondrement a eu lieu. Vous voyez, donc, et dans les deux cas, je précise, il n'y avait pas de permis de construire. Il n'y avait pas de permis de construire, donc c'est des personnes qui construisaient en toute illégalité, qui ont eu une notification d'arrêt des travaux, une mise en demeure, qui malgré cela ont poursuivi les travaux. Donc elles sont à 100% responsables de ce qui est arrivé. Alors, Monsieur le ministre, quand je vous écoute, quand les Ivoiriens vous écoutent, on a l'impression que le ministère n'a aucune part de responsabilité. Je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas dit cela. Si, par exemple, M. Bobio, il advient qu'on aille sur un chantier, qu'on visite le chantier, qu'on voit qu'il n'y a pas de permis de construire, et que sciemment on laisse poursuivre les travaux, là nous avons une responsabilité. Là, je peux dire que nous avons une responsabilité. Dans tous les cas que vous avez vus, oui. Malheureusement, ce n'est pas cela. La deuxième chose que je dirais, et là, je m'arrête à nouveau à la loi, qui est là, que tout le monde peut lire, dont tout le monde peut prendre connaissance. La responsabilité qui est la nôtre aujourd'hui, c'est celle de nous assurer que le chantier en question, le chantier qui est devant nous, détient un permis de construire. Si c'est le cas, vérifier que la construction qui est en cours est conforme au permis qui a été délivré. Et si ce n'est pas le cas, notifier un arrêt des travaux. Une fois que la notification est faite, qu'une mise en demeure est servie quelque temps après, et que des contrôles ultérieurs sont faits sur le chantier pour continuer à dire à la personne, et quand on le fait 3 à 4 fois, nous allons à la démolition. Je viens de vous expliquer que nous avons fait 51 démolitions en 2021. Ce n'est pas de gaieté de cœur. Parce que nous savons que démolir un bâtiment, c'est les économies de toute une vie d'un Ivoirien. C'est une partie de notre économie qui part en fumée. Nous le savons. Mais en même temps, nous avons en face de cela l'obligation de faire en sorte que les Ivoiriens soient en sécurité. Donc, quand nous voyons ou nous pensons que le bâtiment qui est en face de nous présente des risques à la construction, j'autorise et mes collaborateurs sont à mes côtés. Il n'y a pas un seul cas qui m'a été présenté et que je n'ai pas autorisé de démolition. Donc, chaque fois qu'une demande a été faite, l'autorisation a été immédiatement donnée de démolir le bâtiment parce que je leur fais confiance. J'estime qu'ils ont apprécié suffisamment les risques sur place. Donc, nous faisons notre travail. Mais quand vous voulez nous mettre des accusations qui sont au-delà de ce que nous avons à faire, et je peux même vous dire que nous faisons au-delà de ce que la loi nous autorise à faire. Par exemple, nous nous sommes retrouvés sur le chantier, sur l'effondrement de cette nuit. Mais l'effondrement de cette nuit, c'est un immeuble qui est en construction, d'après les informations que nous avons, depuis 2010, qui était habité depuis 4 ans. Dans ce cas de figure, le ministère de la Construction, nous sommes ministère de la Construction, n'a plus de responsabilité directe. Il appartient au maire et au préfet, éventuellement, de notifier à la personne qui est propriétaire de ce bâtiment, de lui notifier qu'il y a des problèmes sur son bâtiment et de lui demander ou de faire les réparations nécessaires ou, et quand ces réparations ne sont pas faites, de lui notifier la démolition de son bâtiment. Mais nous le faisons quotidiennement. Nous le faisons quotidiennement dans toute la ville d'Abidjan. Donc, y compris des bâtiments habités, parce que nous savons qu'en cas de problème, nous serons de toutes les façons indexés. Donc, nous nous en préoccupons. Et puis, j'allais dire, nous sommes
une partie de l'État. Donc nous nous préoccupons de la sécurité des Ivoiriens. Nous faisons en sorte qu'il n'y ait pas de problème. Donc nous ne rejetons pas la faute sur les autres. Mais encore une fois, l'État de Côte d'Ivoire, et je souhaite vraiment sur ce point être clair, l'État de Côte d'Ivoire aujourd'hui, demain peut-être que ce sera différent, aujourd'hui, n'a pas les moyens de mettre des contrôleurs devant toutes les constructions qu'il y a dans la ville d'Abidjan, par exemple. Ça ne rassure pas, monsieur le ministre. C'est vrai que ce n'est pas possible. Mais oui. C'est pour ça que, justement, nous avons décidé de le faire autrement. Et c'est ça qu'il faut entendre. C'est ça que nous n'arrêtons pas de marteler depuis que nous sommes dans ces fonctions. Mais c'est ça qu'il faut entendre. Ce qui est dans la loi, c'est quoi? C'est que le maître d'ouvrage, avant même de démarrer la construction de son ouvrage, doit s'adresser à un architecte. C'est ça qui est dans la loi. C'est la protection que l'État donne à tous les Ivoiriens. Et l'État dit, au-delà de R+2, en plus de l'architecte, il faut un bureau de contrôle où il faut un ingénieur conseil. Voilà ce que dit l'État. Et l'État dit, au-delà de ça, de temps en temps, parce que je ne peux pas le faire pour toutes les constructions, je passerai vérifier. Et si vous n'êtes pas dans les normes, vous serez sanctionné. Voilà ce que l'État fait. Donc l'État n'est pas les bras croisés. Est-ce que l'État ne peut pas s'assurer que le promoteur ne dispose pas de cette expertise avant de commencer à construire? Parce que là, sinon, on sera toujours exposé à ces situations. Il faut... Oui. Non. Vous savez, nous sommes au pied du mur. C'est ça. Quand on n'est pas au pied du mur, souvent, il y a des choses qui peuvent échapper. Nous savons l'ampleur de la tâche au niveau de la ville d'Abidjan. Nous savons nos moyens. Nous savons les moyens que l'État a mis à la disposition de notre ministère pour assurer cette mission de contrôle des constructions. Et nous essayons de faire le maximum avec cela. Nous essayons, j'insiste là-dessus, de faire le maximum qu'il est possible de faire avec cela. Mais en même temps, si tous les Ivoiriens qui construisent sont conscients du risque qu'il y a dans la construction, sont responsables et appliquent nos textes, c'est-à-dire on recourt à un architecte, on recourt à un ingénieur conseil, nos contrôles, à un moment donné, vont devenir inutiles. C'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite. Que toutes les constructions soient sécurisées. Sécurisées par le contrôle de l'État, par la loi, mais surtout par la responsabilité du maître d'ouvrage, de celui qui construit. Qu'est-ce qui est prévu comme sanction de pareilles circonstances? Les sanctions, il y en a plusieurs. Il y a des sanctions pécuniaires, 12 500 francs de mémoire par mètre carré indûment construit. Ces sanctions peuvent aller jusqu'à plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions de francs selon le niveau de la construction. Au-delà de ça, il y a le risque que ce que vous êtes en train d'investir parte en fumée. Parce qu'on décide de les démolir. Et comme je l'ai dit, nous avons démoli 58 constructions. Oui, mais prenons l'exemple. Donc nous allons continuer. Bon, rien que ce risque. Et puis, il y a le risque pénal. Quand il y a homicide, comme c'est le cas, par exemple, à Angré, a été le cas à Angré cette nuit, comme ça a été le cas à Trècheville, homicide, même involontaire, il y a des peines de prison. Il y a des peines de prison. Mais qu'est-ce qui a été prévu par notre code? Ces auteurs, par exemple, on parle d'Anono. Vous savez, nous sommes dans notre rôle, oui, dans notre rôle de ministère en charge du contrôle des constructions, en charge du foncier, en charge de l'urbanisme. Nous faisons tout ce qu'il est possible de faire dans ces domaines-là. En cas d'homicide, en Côte d'Ivoire, il y a une saisine directe par le procureur lui-même qui ouvre une instruction et qui présente l'affaire devant un juge, la personne est condamnée, etc. Donc, j'allais dire, il n'y a pas d'autre action à mener par le ministère dès lors qu'il y a homicide. Avant cela, je viens de vous dire les peines ou les sanctions qui sont prévues par nos textes et qui, de mon point de vue, devraient être suffisamment dissuasives. Oui. Suffisamment dissuasives pour quelqu'un qui est responsable. Si moi, je sais qu'en construisant sans respecter la loi, je risque d'aller en prison, je risque de payer des dizaines, voire des centaines de millions de francs CFA. Parce qu'au-delà de la prison, il y a un préjudice. Il y a un préjudice. Les blessés, ils vont poursuivre le maître d'ouvrage.
Ceux qui ont perdu des véhicules parce que les gravats sont tombés sur des véhicules, ils vont poursuivre le maître d'ouvrage. Ceux qui ont perdu des biens dans le bâtiment qui s'est effondré, mais ils vont poursuivre le propriétaire. Donc, j'allais dire, c'est juste une question de responsabilité. Une personne, même moyennement responsable, qui sait tous ces risques-là, n'ira pas les prendre. Mais ce matin, c'est ce que nous pensons. Ce matin, en Gré, c'est vrai, après les propos que vous avez tenus, il y a eu la réaction de certains internautes qui a dit que le ministre a parlé d'aboutir à zéro effondrement. Ouais. Alors, on s'interroge. Comment aboutir à cet objectif quand on sait que vos moyens sont limités? Alors, est-ce que ce n'est pas une manière de rassurer les gens sans pour autant être convaincus que ça va prendre fin? C'est la question que les gars se posent. Mais en 2021, nous étions presque à zéro effondrement sur 12 mois. Puisque je vous ai dit, les précédents effondrements, c'était à Nono et à Bonoumé, en mars 2021. Donc, de mars 2021 jusqu'à l'effondrement qui a eu lieu le 29 février, si j'ai bonne mémoire, il n'y avait pas eu d'effondrement en Côte d'Ivoire. Donc, nous étions plus ou moins en train, pour la première fois, je dois le dire, depuis que nous suivons ces choses, donc sur les 15 dernières années, nous étions pour la première fois en train d'arriver à zéro effondrement. Bon, c'est la loi des séries, malheureusement. Après Treichville, il y a eu l'effondrement de cette nuit, bon, qui émeut tout le monde, nous le comprenons. Mais encore une fois, tout cela, en guillemets, est à relativiser. Et comme je dis, la tendance lourde, elle est plutôt vers la réduction du nombre d'effondrements, c'est ce que nous pensons. Donc, il est parfaitement possible d'être à zéro effondrement. Être à zéro effondrement, c'est parce que nous allons continuer la sensibilisation, c'est parce que nous allons continuer à dire ce qui est dans la loi, donc dans le Code de la construction et de l'habitat, cette loi du 26 juin 2019, c'est parce que nous allons continuer à sanctionner et c'est parce que nous allons continuer à démolir. Je l'ai dit, c'est la première fois que nous faisons 51 démolitions. Nous allons continuer. Peut-être que cette année, nous allons doubler ce chiffre. Tripler, quadrupler, si c'est nécessaire. Donc, nous serons de plus en plus durs et nous appliquerons strictement la loi pour amener tous ceux qui construisent à être plus responsables. Monsieur le ministre. Voilà. Et de cette façon, nous arriverons à zéro effondrement. Est-ce que des responsables, des promoteurs de ces travaux, est-ce qu'il y a un qui a été arrêté? Bien sûr. Non, mais... bon, bien sûr. Enfin, bon, je ne suis pas venu avec les noms et les informations relativement aux poursuites qui ont été engagées à la suite de ces effondrements. Mais ce que je peux vous dire, c'est que chaque effondrement donne lieu par la suite à des enquêtes qui sont menées, à des poursuites, à des sanctions. Oui, ça, je peux vous le dire avec certitude. Bon, nous allons communiquer sans doute plus fortement sur ces choses-là, si ça peut permettre là aussi de, il y a un autre de créer un déclic, tant mieux. Il y a un autre sujet qui suscite des grincements de dents, c'est ce sujet de ACD et tout, nous allons en parler dans quelques minutes. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez que les Ivoiriens retiennent de cette série d'effondrements par rapport aux différentes responsabilités? Ce que nous aimerions dire, c'est que ces effondrements ne sont pas une fatalité. Ces effondrements, ce n'est pas une malédiction. Ces effondrements, ce n'est pas quelque chose qui est impossible à éviter. Dans le monde, vous voyez des constructions qui sont gigantesques. Vous voyez des immeubles qui font 100 étages. On sait construire sous la mer. Donc, j'allais dire, les monuments les plus complexes, on sait les réaliser. Même en Côte d'Ivoire, vous pouvez voir des constructions autour de nous, y compris dans la ville d'Abidjan. Mais pourquoi, quand on construit la Kestab qui fait 26 étages, il n'y a pas de problème? Pourquoi, quand on construit le Postel qui fait 26 étages, il n'y a pas de problème? Pourquoi, quand on construit l'immeuble Siam ou la tour D qui fait une trentaine d'étages, il n'y a pas de problème? Pourquoi, quand on construit la tour F qui va faire 60 étages, 70 étages, il n'y a pas de problème? C'est tout simplement parce qu'on applique les normes de construction. C'est tout simplement parce qu'on a recours aux techniciens qui sont capables de réaliser ce type de bâtiment. Donc, quand on fait un R+3, un R+4, c'est la même chose. Celui qui a l'habitude de faire des constructions plein pied, villas, etc., il n'a pas l'expertise, forcément,
pour construire à plusieurs niveaux. Donc il faut s'adresser à des techniciens qui ont l'expertise, qui ont l'expérience, qui ont la compétence pour réaliser ce type de bâtiment. Voilà où se trouve le problème. Et il faut s'adresser à un architecte pour aider, évidemment, sur toute la phase avant construction. Il faut s'adresser à un bureau de contrôle ou à un ingénieur conseil pour le suivi des constructions, pour le contrôle, etc., pour s'assurer de la stabilité. Si on le fait, j'allais dire dans 100% des cas, l'immeuble va être bâti. Et puis, en plus, celui qui construit va avoir un immeuble qui va durer beaucoup plus longtemps. Parce qu'il aura été bien suivi, il aura été bien construit, et il va durer beaucoup plus longtemps. Donc, tout le monde y gagne. Lui, il y gagne, la société y gagne, ceux qui vont habiter ou fréquenter cet immeuble vont y gagner. J'allais dire, c'est ce qu'on souhaite. Donc, encore une fois, ce n'est pas une fatalité. Nous comptons sur les maîtres d'ouvrage, nous comptons sur tous les Ivoiriens pour prendre conscience du fait que l'acte de construire, il n'est pas anodin. C'est de la technicité, c'est de l'expertise, c'est de la complexité. Et face à cela, il faut des compétences, il faut des personnes qui soient capables. Alors, Monsieur le ministre, comme je l'ai dit, on va passer à un autre sujet, les ACD, mais pour l'instant, on va écouter les réactions de certains Ivoiriens. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, acheter un terrain est devenu trop compliqué. Si tu n'es pas frappé à la bonne adresse, tu peux te retrouver sur un terrain litigieux. Et c'est ce qu'on veut éviter aujourd'hui. Quelles sont les dispositions qui ont été prises pour ne pas qu'on soit sur un terrain litigieux? Quelles sont les dispositions qui ont été prises pour ne pas qu'à l'avenir, on se retrouve dans des situations que nous connaissons déjà, des espaces verts, des domaines privés qui tombent dans le public? Il faut qu'on sache. Ça crée beaucoup de problèmes. Il y a des personnes aujourd'hui, pour des questions de foncier, ils n'aiment pas vraiment se mêler de ces affaires-là parce que quand ils rentrent dedans, ils savent que c'est jonché de problèmes. Donc franchement, les gens en parlent, plusieurs personnes en parlent et effectivement, je pense que ce problème-là, il est récurrent. Et si le ministre vraiment peut essayer de se pencher là-dessus pour vraiment régler ce problème-là. J'avais acheté un terrain à Gonzac et je suis à Yopougon. Je suis ici, on m'appelle que quelqu'un d'autre est en train de construire sur mon terrain. Quand on paye un terrain, ce même terrain, il y a des gens qui sont sur le terrain, qui revendent le même terrain à d'autres personnes, ils prennent l'argent. Toi, tu n'as pas un terrain et puis tu vends à d'autres personnes. Pourquoi? Monsieur le ministre, nous avons besoin de vous. Parce qu'on ne va pas se laisser faire n'importe comment. Aujourd'hui, là, la population a besoin de vous, de votre aide, monsieur le ministre. Viens, présentement, là, moi, à cause de ce problème, je n'ai pas de maison où dormir. Je n'ai pas de maison où dormir. Il y en a qui ont l'argent, quand ils viennent avec l'argent, ils prennent nos maisons, ils prennent nos terrains, et puis nous, on dort dehors. Une préoccupation, Monsieur le ministre, mais avant de parler de ça, j'aimerais que vous donniez des éclairages un peu sur le guichet unique du permis de construire. Oui, certains ont voulu nous expliquer que ce sont les lenteurs au niveau du guichet, qui faisaient qu'on construisait sans permis de construire. Là aussi, le directeur du guichet est à mes côtés ici. Nous avons travaillé à réduire très fortement les délais. Nous avons travaillé à simplifier la procédure. Nous avons même déconnecté les demandes, les niveaux de demande en fonction du risque à la construction et de l'usage qui va être fait plus tard du bâtiment. Aujourd'hui, nous avons précisément 12 catégories de risques et nous avons 14 possibilités ou 14 catégories d'usage possibles, donc qui différencient le dossier, le contenu du dossier qui permet donc d'accéder au permis de construire. Ça veut dire que pour les risques les plus simples et pour les constructions les plus simples, j'allais dire, les formalités sont très simples, sont faciles. Le coût, c'est 50 000 francs, c'est 100 000 francs, c'est moins de 100 000 francs. Aujourd'hui, le permis de construire pour un R+1 ou un R+2. Donc, on ne peut pas nous dire que c'est trop cher. On ne peut pas nous dire que les délais sont trop longs quand aujourd'hui, le délai est de 21 jours. Dans le maximum des cas, c'est 45 jours aujourd'hui.
Et nous essayons de tirer ce délai moyen vers 21 jours. Et dans beaucoup de cas, mes collaborateurs peuvent le certifier, dans beaucoup de cas, en 10 jours, en 15 jours, le permis est délivré. Quand le dossier est vraiment clean, complet, simple, le permis est délivré. Donc, ça ne peut pas être non plus ça l'explication. J'ai fait le point. J'ai fait le point avant de venir à cette émission. Aujourd'hui, le nombre de dossiers en attente au guichet unique du permis de construire ne dépasse pas 100. Il y a moins de 100 dossiers en attente à la date d'aujourd'hui. Donc, on ne peut pas dire que ce soit un problème de saturation, on ne peut pas dire que ce soit un problème de lenteur. Bon, et ces 100 dossiers, j'allais dire, dans les 20 jours, ils vont sortir. Bon, évidemment, il y a d'autres qui vont arriver. Mais quand vous êtes dans une ville où il y a 30 000, 40 000, 50 000 constructions, j'allais dire 100 dossiers, parce que j'ai posé la question aujourd'hui et que j'ai obtenu cette réponse aujourd'hui, 100 dossiers, ça montre bien qu'il y a quelque part quelque chose, une information peut-être que les gens n'ont pas. Donc je profite là aussi de votre plateau pour lancer cet appel. Le guichet unique du permis de construire est à la disposition de tous ceux qui veulent construire un logement, qui veulent construire un bâtiment, qu'il soit à usage de bureau, pour un hôtel, quelle que soit la construction. Il y a l'obligation d'obtenir un permis de construire, et ce permis de construire, il s'obtient au guichet unique du permis de construire. Voilà, c'est aussi simple. Voilà, et les procédures sont simplifiées, les coûts ne sont pas élevés. Donc, il n'y a pas de raison, en tout cas. Pas de raison. Voilà, il n'y a vraiment aucune raison. D'accord. Alors, monsieur le ministre, oui, allez-y. Oui. Donc, je voulais dire, pour parler maintenant des problèmes des ACD, à moins que vous avez quelque chose d'autre à dire. Non, allez-y. Alors, il y a des personnes qui ont leur ACD et qui ont du mal à exploiter leur terrain. Alors, on se demande, à détenir ce document aussi important de l'État, et vous avez en face des personnes qui occupent ce terrain-là. Il y a un exemple on peut même écouter d'abord, avant que vous ne réagissiez. Vous voulez... Oui, bon, comme il y avait déjà eu d'autres personnes. Okay. Oui, non, ce que je voudrais répondre à ces personnes-là, c'est que déjà, le ministère est très préoccupé par l'ACD, par le fait que l'ACD devienne un arrêté définitif. Parce que c'est ça, c'est ce que ça veut dire, que ce soit définitif et qu'il n'y ait vraiment plus du tout de litiges, de conflits, de remise en cause, etc. C'est notre volonté et c'est à cela que nous travaillons. C'est à cela que nous travaillons tous les jours. Aujourd'hui, s'agissant de l'ACD, nous avons pratiquement 3 temps. Nous travaillons sur le passé avec de très nombreux litiges. De très nombreux litiges qui malheureusement sont dans la maison depuis souvent des décennies. Bon, l'État est une continuité, donc nous faisons en sorte aujourd'hui de traiter ces litiges-là de la meilleure façon. Là où nous pouvons apporter des choses, des informations pour aider à les résoudre, nous le faisons. Là où nous pouvons intervenir pour mettre les parties d'accord autour d'une solution amiable, nous le faisons. Donc, j'allais dire, tous les jours, nous nous préoccupons de cette situation passée. Nous travaillons sur le présent. Et le présent, c'est des demandes qui viennent tous les jours. Et là aussi, nous avons été très transparents sur la question. Nous avons fortement communiqué là-dessus. En décembre 2019, quand nous avons fait un inventaire des demandes qui étaient en attente de traitement dans la maison, nous étions à près de 20 000 demandes en décembre 2019. Nous étions à près de 20 000 demandes. Et j'ai compris en ce moment-là pourquoi j'avais autant de demandes en ville, autant de sollicitations, autant d'appels de personnes qui se plaignaient, qui demandaient, parce qu'il y avait cette quantité-là. Mais en 2021, donc là je parlais de décembre 2019, en 2020, nous avons délivré 17 000 ACD. 17 000 ACD, oui. Donc, parce que nous avons mis en place un plan d'appurement qui a permis de liquider ou de sortir ces 17 000 ACD avec la contribution évidemment de tous les acteurs de la chaîne foncière. En 2021, nous avons délivré 11 100 ACD. Et à la date d'aujourd'hui, à la date à laquelle je vous parle, nous sommes à moins de 2000 demandes en traitement. Nous sommes à moins de 2000 demandes en traitement et c'est l'objectif qui a été fixé à toute la chaîne foncière.
Et chaque fois que nous allons dépasser ce seuil, ben, nous allons mettre la gomme en guillemets pour attraper et pour être en dessous. Donc, j'allais dire, aujourd'hui, l'ACD n'est plus tellement en difficulté. On continue de se plaindre du fait qu'on a acheté un terrain, il y a plusieurs personnes sur le terrain, etc. C'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. Oui, tout à fait. Mais pour vous répondre rapidement, un terrain, il ne s'achète pas comme un bien mobilier. Il ne s'achète pas comme on achète, je ne sais pas, un téléviseur ou un terrain. Il y a une procédure. Et cette procédure, elle est dans la loi aussi. Il y a un code de l'urbanisme et du foncier urbain qui date de 2020, qui là aussi précise, clarifie les choses, dit le rôle des acteurs, précise les sanctions en cas de problème, etc., etc. Un terrain, il y a une démarche qui est pourtant simple. La première chose, c'est qu'il ne faut pas aller donner de l'argent à quelqu'un parce qu'il vous a montré un terrain. Qu'est-ce qui prouve qu'il en est le propriétaire? Admettons même qu'il vous donne une attestation. Mais l'attestation, c'est lui qui l'établit, c'est lui qui la signe, c'est lui qui vous la délivre. Qu'est-ce qui prouve que cette attestation est authentique? Vous pouvez vous adresser au ministère. Nous, là aussi, on a simplifié les choses. Il y a un guide qui est établi, qui permet à la fois à la communauté villageoise et à nous de savoir quelles sont les personnes dans le lotissement, quand le lotissement est approuvé, quelles sont les personnes qui ont leur nom sur chacune des parcelles. C'est ça. J'allais dire, vérifions cela. Un état domanial au ministère de la Construction aujourd'hui, c'est 5 000 francs CFA. Et ça vous permet d'avoir la situation à la date à laquelle vous posez la question sur un terrain. Quand on ne prend pas toutes ces précautions et qu'on va donner de l'argent et que demain on se retrouve avec des difficultés, malheureusement, on accuse le ministère de ceci, de cela, de corruption, etc. Ça n'a rien à voir. Nous travaillons de la façon la plus transparente possible. Nous travaillons sur la base de textes. Et encore une fois, je l'ai dit souvent à mes collaborateurs ou à ceux qui s'adressent à moi, le ministre ne donne pas de terrain. Le ministre n'attribue pas de terrain. La signature du ministre atteste seulement que la procédure a été correctement suivie. Prenons le cas, Voilà. monsieur le ministre, d'un cas, on prend sur le site Abécamp-Bernard. Oui. On va l'écouter, on va revenir là-dessus. Abécamp-Bernard, c'est près de 4000 lots qui ont tous pratiquement à 95% des ACD. Je vous montre là déjà moi-même une de mes ACD. Mais personne, malgré son ACD, ne peut donc accéder au site. Personne ne peut accéder au site. Et ce qui est grave, c'est que le site est contrôlé par ces personnes et qui y ont installé vraiment plusieurs équipes et qui, quand ils ont des motos, qui vous accostent, ils vous chassent du site et eux-mêmes continuent de remorceler gravement le site. Ils remorcellent le site sans tenir compte du plan directeur de la ville d'Abidjan. Ce n'est pas leur problème, puisque c'est à des naïfs qu'ils revendent ces lots. Ils remorcellent ces lots, ils placent même des poteaux électriques. Ils n'ont rien en face, personne. Toutes les administrations que nous avons approchées, personne n'arrive à nous aider comme il se doit. Le ministère de la Construction nous a reçus par 2 fois et nous avons fait un rapport à l'issue de la dernière rencontre qui, nous pensons, a été transmis au ministre. Alors, monsieur le ministre, ce monsieur a encore une question à vous poser directement. On va l'écouter. Alors, monsieur le ministre, Abécamp-Bernard, c'est plus de 4000 lots. C'est des milliers de cadres, de fonctionnaires, de retraités, de nos frères et sœurs de la diaspora qui ne cessent de m'appeler, qui payent les impôts fonciers, qui ont contracté des prêts pour acheter ces lots, mais qui jusque-là n'arrivent pas depuis 10 ans à poser la première pierre sur leur terrain. Et ceux-là ne cessent de pleurer. Certains parmi eux meurent sans pouvoir rien faire sur le terrain. Et pendant ce temps, des personnes font tout cela. Qu'est-ce que vous dites à ces derniers, monsieur le ministre, pour pouvoir leur donner de l'espoir de un jour pouvoir accéder à leur terrain pour travailler? La réponse? Non, la question est très précise. Ce que votre élément ne dit pas, c'est tout ce qui a été fait jusqu'à ce que les ACD soient délivrés à ces personnes-là. Il y a de nombreuses démarches qui ont été menées par le ministère. Parce que Abécamp-Bernard, c'est une situation qui est similaire à celle de Abouabou, Djibo-Camon. C'est ça. Voilà, où vous avez des personnes, effectivement, qui détiennent des titres, mais qui sont contestées par d'autres. Mais ces contestations sont illégales.
C'est ce que nous n'arrêtons pas de dire. Ceux qui ont le droit d'accéder à ces terrains, ce sont ceux qui aujourd'hui détiennent les ACD qui ont été délivrés. Donc, je les rassure, ils sont propriétaires de leur lot. Maintenant, le reste, j'allais dire, c'est de la remise d'ordre. Nous nous sommes adressés à notre collègue de la sécurité, de l'intérieur et de la sécurité, et j'espère que nous aurons le soutien nécessaire pour que l'ordre soit remis à ces endroits. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, c'est que des réactions dans l'anarchie, des réactions de contestation, mais qui n'ont absolument aucune base légale. La base légale aujourd'hui, c'est les ACD qui ont été délivrés. C'est ça. Et ces personnes, d'ailleurs, se mettent en risque, je préfère le dire, parce que le code de l'urbanisme et du foncier urbain sanctionne ceux qui, aujourd'hui, déplacent des bornes, font des lotissements sans autorisation, etc. Bon, donc demain, qu'on ne vienne pas nous dire qu'elle n'était pas prévenue. Ah, d'accord. Donc, Monsieur le ministre, donc, face à toutes ces situations, vous avez décidé d'apporter des réformes. Alors, nous allons faire une petite idée de ces réformes et puis vous allez en parler. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a élaboré et soumis à l'analyse du gouvernement 11 textes, dont un projet d'ordonnance, 6 projets de décret et 4 communications. Ces textes ont pour objectifs principaux l'accélération de la production de logements sociaux et l'amélioration du cadre de vie en Côte d'Ivoire. L'ensemble des textes proposés est reparti dans les 4 groupes suivants. L'application du Code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain, l'amélioration de la planification urbaine et de la gouvernance foncière urbaine, la réforme du secteur de l'habitat et l'amélioration du cadre de vie. Pour le ministre en charge de la construction, ces réformes et actions entreprises par son département ont pour objectif de moderniser et sécuriser les démarches et la production des actes administratifs, du foncier, de l'urbanisme et de la construction et assurer un développement harmonieux des villes ivoiriennes. Ces réformes étaient récemment au centre d'une conférence de presse organisée par le ministre pour faire la lumière sur ces grandes réformes adoptées par le gouvernement. Alors, Monsieur le ministre, pourquoi avez-vous entamé ce vaste chantier des réformes, un peu dans les détails? Ce vaste chantier, pour moi, est en parfaite cohérence avec le sujet sur lequel nous avons commencé. Donc l'anarchie, le désordre urbain, le non-respect des règles d'urbanisme, les constructions qui sont faites de façon illégale, etc. Donc toutes ces réformes, c'est vraiment pour prendre en compte l'évolution au plan urbanistique que notre pays connaît. La ville d'Abidjan évolue. La ville d'Abidjan, en 2022, n'est plus celle qu'elle était en 1960 ou en 1965. Donc, il faut tenir compte de la réalité d'aujourd'hui. Donc, beaucoup de décisions ont été prises. Bon, si je dois m'arrêter sur quelques-unes, c'est peut-être la première, je dirais, c'est le SIGFU, donc le système intégré de gestion du foncier urbain. Tout à l'heure, j'avais parlé des 3 temps sur lesquels nous travaillons, le passé, le présent. J'ai omis d'évoquer le futur, mais ce futur, c'est le SIGFU. Donc, c'est ce système qui va permettre de numériser toute la chaîne du foncier. D'avoir vraiment une chaîne du foncier qui facilite, qui simplifie toute la démarche qui est menée par les acteurs, toute la démarche qui est menée par les demandeurs, et surtout qui sécurise l'ensemble du processus de délivrance de l'ACD. Bon, et qui va raccourcir très fortement les délais, puisque là, nous irons sur des délais inférieurs à 3 mois pour délivrer un ACD. Donc, ce système est en construction et j'espère qu'assez rapidement, nous allons commencer à en voir les premiers résultats. D'autres réformes importantes, c'est au niveau du secteur de l'habitat, mais je pense que nous n'aurons pas suffisamment de temps pour en parler, de l'habitat et en particulier du logement social, parce que là aussi, quand vous voyez les difficultés
qu'ont nos concitoyens, qui font qu'ils sont malheureusement obligés d'habiter dans des bâtiments insalubres. Ils sont souvent obligés d'habiter dans des bâtiments à risque. D'ailleurs, le cas de cette nuit, c'est un bâtiment qui, comme je vous l'ai indiqué, est habité depuis plusieurs années, depuis au moins 4 ans, présentait des fissures, oui. Des fissures qui indiquaient clairement qu'il y avait des risques à la construction, qu'il y avait des défauts à la construction. Mais malheureusement, ces personnes-là ont, bien qu'ayant attiré l'attention du propriétaire, il n'y a pas eu de solution apportée. Bon, malheureusement, la mairie n'a jamais été saisie, la préfecture n'a pas été saisie, nous-mêmes n'avons jamais été saisis, jusqu'aux malheureux incidents auxquels nous avons assisté. Bon, donc qu'est-ce qui pousse les Ivoiriens à habiter un peu partout? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de logements. Donc, toutes ces mesures qui sont prises aujourd'hui au niveau de l'habitat et du logement social, c'est justement pour faire en sorte que nous ayons une offre de logement beaucoup plus abondante, surtout de logements locatifs. 80% des Abidjanais ne sont pas propriétaires, louent une maison. Bon, donc, si vous n'avez pas une offre de logement susceptible de permettre à tous ceux-là de se loger décemment, forcément, à la fin, on arrive à des situations comme celle à laquelle on a assisté hier. Donc, tout cela est bien en cohérence. C'est vraiment des choses, des briques qui vont se mettre les unes à côté des autres et qui, à la fin, vont permettre au secteur d'être vraiment celui que les Ivoiriens souhaitent, c'est-à-dire un secteur qui les protège, un secteur qui leur permet de se loger décemment, un secteur qui leur permet d'avoir un cadre de vie beaucoup plus agréable, assaini, structuré, un secteur qui permet d'avoir une planification urbaine réellement, pas qu'on soit tous les jours en train de courir derrière l'étalement de la ville, mais qu'on structure nous-mêmes l'évolution de la ville, etc. C'est à tout cela que nous travaillons. Bon, et tout cela nécessite effectivement des réformes. Oui. Et monsieur le ministre, malheureusement, je ne pense pas que nous ayons suffisamment le temps. Vous donnera l'occasion de revenir avec moins de détails dans votre vaste chantier de réforme. Cela se fera très bientôt. Et comme l'actualité colle aux effondrements des immeubles, on va vous laisser juste en quelques minutes adresser le message aux Ivoiriens pour terminer. Ce sera un message pour redire notre tristesse par rapport à ce qui est arrivé. Dire que le gouvernement est parfaitement conscient du fait qu'il faut corriger tout cela. Le gouvernement est conscient qu'il faut protéger davantage les populations donc qui ont besoin de se loger quelque part. C'est pour cela que le gouvernement va accentuer les contrôles, le gouvernement va accentuer les sanctions, que le gouvernement va faire davantage au niveau de la production de logements, va faire davantage au niveau de l'assainissement du cadre de vie. Vous avez pu voir que pour la première fois, le Premier ministre s'est déplacé lui-même pour venir sur le site de l'effondrement d'hier. Donc cela montre qu'il y a une volonté au plus haut niveau de l'État de faire évoluer les choses différemment. Et je peux assurer que beaucoup de choses sont en chantier pour permettre que l'habitat soit en plus grande sécurité partout sur le territoire national, mais surtout que nous ayons un cadre de vie qui soit plus agréable. Donc, encore une fois, c'est une grande tristesse de voir ce qui est arrivé. C'est dire aux populations de ne pas pour autant penser que rien n'est fait. Beaucoup se fait. Nous sommes dans une tendance, comme je l'indiquais tout à l'heure, qui est plutôt dans le bon sens. Maintenant, il faut poursuivre dans cette tendance, mais il est important pour être plus efficient, pour avoir de meilleurs résultats, que l'action des maîtres d'ouvrage s'ajoute à celle de l'État. Et il est important que les maîtres d'ouvrage fassent preuve de plus de responsabilité, fassent preuve de plus de rigueur, comprennent que l'acte de construire, je l'ai dit tout à l'heure, j'utilise le même terme, n'est pas anodin. C'est un acte qui implique beaucoup de choses qu'il convient de prendre en compte afin que le bâtiment qu'on construit, premièrement, on le rentabilise, donc qu'il dure le plus longtemps possible, qu'il soit dans le meilleur état possible, qu'il soit beau, voilà, pour ne pas utiliser d'autres termes, et surtout que le bâtiment qu'on construit permette à ceux qui construisent d'être en sécurité, c'est vraiment important, et ceux qui vont habiter plus tard dans ce bâtiment d'être en sécurité.
C'est notre objectif, nous allons continuer à y travailler. Je sais que toutes les réponses n'ont pas été données aujourd'hui en 1 heure. On ne pouvait pas faire plus, mais nous nous tenons à votre disposition pour échanger dans d'autres cadres. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. C'est vous qu'on remercie de nous avoir donné toutes ces informations. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et bonne suite de programme sur votre chaîne, la RTI.